Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'attirer toujours les mêmes personnes toxiques, comme si le même schéma se répétait encore et encore malgré vous? Eh bien, si c'est le cas, restez jusqu'au bout parce que je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi on attire toujours des personnes toxiques et surtout comment on fait pour briser ce cercle vicieux. Alors d'abord, pourquoi attire-t-on toujours le même type de personnes toxiques? Pourquoi est-ce qu'on tombe toujours dans les mêmes travers amoureux? La réponse est simple, tout simplement parce que notre inconscient nous joue des tours. Je vous explique. Il faut savoir que nos relations sont souvent guidées par des schémas affectifs profonds, ancrés depuis l'enfance. C'est ce qui renvoie à différents styles d'attachement et on va ici voir les trois styles d'attachement les plus fréquents. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'attachement anxieux. Si vous avez peur de l'abandon, si vous vous accrochez toujours à l'autre avec cette peur qu'il vous échappe, si vous avez tendance à chercher son approbation et que vous vous sentez insécurisé dans la relation quasi systématiquement, vous faites certainement partie de ce style d'attachement. Ensuite, il y a l'attachement évitant. Alors dans ce type d'attachement, c'est l'inverse, au contraire, je vais m'éloigner. On a du mal à s'investir émotionnellement, on va toujours garder une certaine distance. Et quand ça devient un peu trop sérieux, on a tendance à prendre la tangente et on s'enfuit. Donc ça, c'est plutôt l'attachement évitant. Et il y a un troisième style d'attachement qui, lui, est top, c'est ce qu'on appelle l'attachement sécurisant. C'est-à-dire que ça, c'est l'idéal. C'est-à-dire que vous parvenez à être en relation sans être excessif ni dans un côté ni dans l'autre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas cramponné à la relation et vous ne cherchez pas à se fuir pour autant. Mais rassurez-vous, si vous n'êtes pas dans ce type d'attachement, c'est quelque chose qui se travaille. Donc on y arrive, voilà, à cet attachement sécurisant et idéal. Maintenant, pourquoi est-ce que ces types d'attachements nous font répéter toujours les mêmes erreurs? Bien sûr, si on a grandi dans un cadre d'attachement évitant ou anxieux, notre cerveau a associé l'amour aux sensations qui sont en adéquation avec ces types d'attachements. Ça peut être du coup la peur du rejet ou au contraire le fait de fuir les émotions profondes. Par conséquent, on est attiré par les personnes qui vont intensifier ces schémas, qui vont nous les faire ressentir à nouveau. Même si ça nous fait souffrir, ça a quelque chose de familier. C'est comme ça qu'on a compris le monde. C'est-à-dire que si on a compris que notre relation à l'amour, c'était d'être rejeté et qu'il fallait toujours être lutter pour se faire voir, se faire reconnaître, eh bien, on a tendance à reproduire toujours ça parce que c'est ça qu'on a compris, c'est notre place. C'est comme ça qu'on se définit dans la relation amoureuse. C'est inconscient, c'est étrange, mais c'est comme ça que ça se joue. Alors, ensuite, comment on fait pour briser cette chaîne de schémas? D'abord, c'est important d'arriver à identifier quel est le type de schéma qui nous correspond. Prenez un moment pour réfléchir à vos relations passées. Est-ce que dans les relations qui se sont succédées, qui ont émaillé votre parcours amoureux, vous avez toujours été dans la peur de l'abandon, dans ce besoin d'être sécurisé, attaché par l'autre? Est-ce que, par exemple, dans votre guide des besoins, si on reprend les besoins de Maslow, par exemple, vous avez votre besoin de sécurité qui fait partie des besoins primaires? Est-ce que vous mettez le couple là-dedans? Est-ce que pour vous, le couple représente un besoin de sécurité? En général, ça traduit quand même un besoin d'une relation de dépendance affective, qui n'est pas loin de la peur de l'abandon. Déjà, si vous comprenez que vous êtes dans ce type d'attachement, vous avez déjà fait un bon pas en avant. Vous êtes déjà là-dedans. Ensuite, l'exercice, par exemple, vous prenez une feuille et vous notez sur cette feuille quelles sont les trois relations qui ont le plus compté pour vous. Bon, j'ai dit 3, mais c'est un chiffre, c'est un indicateur. Ensuite, qu'est-ce qui s'est répété à chaque fois? Est-ce que c'était le même type de personne? Est-ce qu'il y a des comportements que vous avez eus et qui se sont répétés? Est-ce que vous étiez dans un comportement de cramponnement ou au contraire dans la fuite de l'engagement? Est-ce que vous repérez ces mêmes comportements dans votre relation actuelle ou dans ce que vous êtes en train de rechercher? Cette tendance à avoir besoin d'être sécurisé ou cette peur un peu latente de vous engager. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un deuxième point. Il faut impérativement que vous arriviez à travailler sur votre estime de vous. Ça, c'est super important. Seul, c'est difficile, bien évidemment. C'est souvent un travail qu'on fait en thérapie. Mais on peut déjà faire quelques petites choses. En ce qui concerne l'estime de soi, il faut savoir que bien souvent, dans une relation de couple, on va rechercher chez l'autre une forme de validation extérieure. Du coup, l'objectif, c'est d'arriver à se donner à soi-même déjà ce qu'on demande à l'autre de nous donner. Ainsi, si vous cherchez en permanence à être rassuré par l'autre, donnez-vous cette validation à vous. Ça peut passer pendant un temps donné, une semaine par exemple, tous les jours, vous écrivez sur un cahier 3 choses que vous appréciez chez vous. Chaque jour, 3 choses différentes.
Si vous remarquez que vous êtes souvent amené à accepter des comportements irrespectueux par peur d'être rejeté, c'est vraiment hyper important d'arriver à pouvoir dire non, à apprendre à dire non et à poser ses limites. Ça peut être dans des petites situations du quotidien, même si elles sont anodines. Le fait de dire non, je ne peux pas, non merci, ça c'est quelque chose auquel vous pouvez vous entraîner. J'ai fait justement des vidéos sur ce point, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a des petits exercices concrets. Ensuite, il faut que vous arriviez à développer votre autonomie émotionnelle. En fait, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que l'autre comble nos manques, il faut arriver à les combler nous-mêmes. Exemple concret, plutôt que d'attendre que l'autre comble des moments où vous êtes seul, il faut absolument que vous arriviez à être bien en votre propre compagnie. Planifiez des activités, faites des choses qui vous font du bien, qui vous connectent avec vous-même. Connectez-vous avec votre enfant intérieur, avec ce que vous aimiez avant ou avec ce que vous rêveriez de pouvoir faire. Vous pouvez noter sur une feuille les 10 choses que vous rêveriez de faire une fois dans votre vie ou d'expérimenter. Mais ça peut être des petites choses toutes simples. Mais ça, il faut impérativement que vous arriviez à vous le donner. Alors vous allez me dire, c'est mieux de partager, oui, mais avant toute chose, si vous avez par exemple cette tendance à rechercher chez l'autre le fait qu'il vous apporte du bonheur, alors il vous permettra peut-être de vous sentir mieux, peut-être, mais déjà vous-même, c'est important d'arriver à combler ce qui peut vous manquer. Parce que souvent, ce sont des choses essentielles. Si vous ressentez un manque affectif, c'est important d'arriver à identifier exactement qu'est-ce qui vous manque. Est-ce que c'est de la tendresse? Est-ce que c'est du sexe? Est-ce que c'est des câlins? Est-ce que c'est du soutien? Est-ce que c'est un partage de quelque chose? Auquel cas, plutôt que de vous diriger vers une relation toxique, est-ce qu'il y a moyen de vous l'apporter autrement? Ensuite, c'est important d'apprendre à repérer les signaux d'alerte. C'est-à-dire que les relations toxiques ont toujours les mêmes red flags, les mêmes drapeaux rouges. Par exemple, si quelqu'un vous fait sentir coupable dès que vous exprimez un besoin, si vous ressentez du stress, une émotion négative, fuyez. À la base, la relation, notamment quand elle démarre, elle est censée vous apporter des papillons dans le ventre ou du moins de la légèreté, quelque chose de très positif. Pas du stress ou pas un sentiment d'inconfort, du tout. Donc là, fuyez. Alors, je suis d'accord qu'il faut donner sa chance à la relation, mais quand même, au départ, on n'est pas censé se sentir mal. Exercice concret, quand vous exprimez un besoin, observez la réaction de votre partenaire. Est-ce que votre partenaire vous comprend, comprend votre limite si vous en posez une, ou est-ce qu'au contraire, cette personne vous fait culpabiliser et cherche à questionner, à négocier avec votre limite? Vous pouvez noter par exemple chaque fois que vous ressentez une tension avec votre partenaire, pourquoi est-ce que vous ressentez une tension, un inconfort? Est-ce que par exemple vous êtes amené à marcher sur des œufs lorsque vous devez faire une demande à votre partenaire? Ça, ce sont des signaux d'alerte. Et enfin, dernière chose, il faut reprogrammer notre cerveau, du moins notre inconscient. En fait, si vous voulez que les choses changent et ne pas retomber toujours dans les mêmes schémas, il faut reprogrammer ce que vous avez associé à l'amour. Bien évidemment, ça peut passer par de la thérapie, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, ça peut passer par de l'auto-observation ou même l'expérimentation de relations plus saines. Mais si vous avez vraiment été englué dans des relations toxiques qui se sont beaucoup répétées, avec un professionnel, ça va quand même plus vite et ce sera certainement beaucoup plus efficace. Maintenant, des choses qui peuvent vous aider, ça peut être de consommer, notamment sur Internet et les réseaux, des contenus qui font référence à des relations saines et équilibrées. Vous pouvez écouter des podcasts, écouter mes vidéos, lire des livres, regarder des films, mais en tous les cas, vous exposer à des formes de relations qui sont saines et équilibrées. Le fait de passer du temps également avec des amis qui ont des vies stables, c'est intéressant également d'observer quels sont leurs codes, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs dynamiques en fait. En ce qui concerne l'auto-observation, pareil, si vous passez du temps avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, eh bien, essayez d'observer justement qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien avec cette personne. Les moments où vous avez ri, où vous vous êtes senti particulièrement en paix ou à votre place, qu'est-ce qui fait, ça tenait à quoi ça? De la même manière qu'on repère les moments de tension avec un partenaire toxique, eh bien, c'est intéressant également d'observer ce qui, avec un partenaire avec quelqu'un qui nous fait sentir bien, qu'est-ce qui fait justement qu'on est tellement confortable dans cette relation? C'est intéressant à observer ça. En conclusion, est-ce que vous êtes reconnu, vous, dans un de ces schémas? Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? N'hésitez pas à me dire en commentaire et à vous abonner, à liker si ça vous a plu et je vous donnerai d'autres contenus. Sur ce, je vous dis bonne observation
Et ne vous inquiétez pas, des relations saines, ça existe. On se sort de schémas dysfonctionnels sans aucun problème. Des fois, ça prend un peu de temps, mais il y a toujours une solution, toujours moyen de s'en sortir. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous surtout et à plus tard. Salut!